L'air est lourd, saturé d'un mélange d'encens, d'huile de myrrhe et d'un parfum discret, presque imperceptible, de crainte. La seule lumière provient des derniers rayons du soleil couchant, filtrant à travers d'épais rideaux de soie et teintant la pièce d'une lueur ambrée maladive. Nous ne sommes pas dans la splendeur de Suse ni dans la majesté de Persépolis. Nous sommes dans les profondeurs de la forteresse privée du roi, le harem. Les servantes bougent rapidement, leurs doigts glissant sur la peau douce de la jeune fille qu'elles préparent avec de l'huile parfumée. Leurs mains tremblent, non à cause du froid, mais de peur. La jeune fille, frêle sous son voile, n'est guère plus qu'une enfant. Elle ignore si elle est la 100e ou la 1000e à passer par ces murs, les chiffres n'ont plus de sens ici. Une seule vérité résonne en elle, glaciale. L'homme qui l'attend dans la pièce voisine n'est pas seulement le roi des rois, le souverain d'un empire s'étendant de l'Inde à la Grèce, incarnation terrestre d'Ahura Mazda, il est aussi son père. À l'extérieur, l'empire perse brille comme une merveille du monde, une gigantesque machine de conquête et d'administration. Mais derrière les murs dorés, la grandeur se mêle à la corruption. Xerxès, roi des rois, détient des richesses et un pouvoir sans mesure. Mais le pouvoir absolu ne se contente pas de régner sur des territoires, il finit toujours par envahir l'âme. Il exige des transgressions toujours plus grandes pour combler le vide qu'il crée. Dans les chambres dorées où la loi des hommes ne pénètre pas, ce pouvoir s'est lentement transformé en décadence. Ce récit n'est pas celui de grandes batailles. C'est celui d'une prison dissimulée sous des voiles de soie et d'un secret enterré par sa propre dynastie. Un mystère que les anciens historiens grecs n'ont osé qu'évoquer à demi-mot. Pour comprendre la chute de Xerxès, il faut d'abord comprendre la machine qui l'a façonné. Le harem royal n'était pas un simple lieu de plaisir, mais une véritable institution politique, un monde clos régi par ses propres règles. Situé au cœur du palais, il formait un labyrinthe dont nul ne pouvait sortir. De longs couloirs, des portes massives en cèdre, des jardins intérieurs où la lumière semblait prisonnière. Tout y respirait le contrôle. Des centaines de femmes y vivaient, princesses vaincues, filles de nobles, artistes et concubines, chacune assignée à une place dans une hiérarchie rigide. Elles n'étaient pas libres, elles appartenaient à l'Empire. Les eunuques, hommes privés de descendance, administraient cet univers secret. Leur loyauté allait uniquement au roi. Ils géraient l'accès, la nourriture, les bijoux, le calendrier des visites et surtout, l'information. Rien ne leur échappait. Chaque nouvelle venue subissait une préparation minutieuse. On lui enseignait la danse, la musique, les arts de la parole et la maîtrise du regard. Certaines parvenaient, par la proximité du roi, à influencer ses décisions, mais c'était un jeu périlleux. Un mot de travers pouvait coûter la vie. Un sourire au mauvais moment pouvait signer une disparition silencieuse. C'était un monde de faux-semblants, de conspirations feutrées et de rivalités dissimulées sous la soie. Une prison dorée où l'on nourrissait ses prisonnières avec des mets raffinés, tout en leur retirant la moindre parcelle d'autonomie. Mais une nouvelle tragédie prit racine dans ce système. Car, bientôt, des enfants naquirent à l'intérieur de ces murs. Et pour celles qui donnaient naissance à des filles, le destin était scellé dès le premier cri. Ces filles, nées de sang royal, grandissaient dans la même cage que leur mère. Princesses par le sang, mais sans statut, elles n'étaient ni promises à des alliances, ni destinées à quitter le palais. Elles vivaient dans une zone grise, entre privilèges et captivité. Elles apprenaient à parler, marcher, sourire et obéir. Elles grandissaient dans une atmosphère saturée de rivalité et de silence. Et le roi, leur père, changeait. Après ses défaites face aux Grecs, notamment à Salamine, Xerxès devint de plus en plus méfiant, instable et cruel. L'homme qui avait voulu dominer le monde extérieur se replia sur son propre royaume intérieur, le harem. Là, il exerçait un pouvoir total sur chaque souffle, chaque regard. Lorsque l'on peut tout posséder, tout désir devient fade. La beauté cesse d'émerveiller. La soumission n'apporte plus de plaisir. Alors, le pouvoir absolu cherche non plus à satisfaire, mais à franchir des limites. Les anciens chroniqueurs grecs, comme Hérodote, mentionnèrent ces signes d'excès et de désordre moral. Ils évoquèrent l'obsession du roi pour la femme de son propre frère, puis son regard déplacé sur sa nièce. Les frontières familiales, dans son esprit, s'effaçaient peu à peu. Pour Xerxès, toutes et tous n'étaient que des extensions de sa volonté. Les eunuques, les servantes, les mères, tous savaient. Mais dans ce monde clos, le silence était la seule manière de survivre. Quiconque murmurait la vérité disparaissait sans trace. Le système était parfait, implacable.
Conçu pour protéger le secret du roi, il devenait lui-même un instrument de destruction. Et peu à peu, l'histoire d'un empire se transforma en tragédie humaine, celle d'un homme dévoré par le pouvoir qu'il avait lui-même créé. Dans les profondeurs du palais royal, d'anciennes pièces scellées communiquaient par des passages cachés. Tout ce qui se produisait derrière ces portes demeurait invisible aux yeux du reste du monde. Le roi Xerxès, isolé par son propre pouvoir, ne voyait plus des êtres humains, mais des instruments à son service. La déshumanisation était totale. Même ses propres filles n'étaient plus perçues comme une famille, mais comme des symboles de sa domination absolue. Le climat au sein du harem se faisait étouffant. Les mères tentaient de protéger leurs filles, mais les registres des serviteurs étaient méticuleux. Lorsqu'une demande du roi arrivait, personne ne pouvait s'y opposer. Autrefois conquérant des mers et des nations, Xerxès exerçait désormais une autorité démesurée sur son propre sang. L'empire extérieur commençait à se fissurer, tandis qu'à l'intérieur du palais, un autre empire, celui de la peur et du silence, prenait forme. Même dans les sociétés anciennes, où les codes moraux différaient des nôtres, certaines limites restaient sacrées. Si en Égypte les pharaons pouvaient épouser leurs sœurs, et en Perse des unions entre cousins étaient tolérées pour préserver la lignée, le lien entre un père et sa fille demeurait un interdit absolu. Mais pour Xerxès, franchir cette limite représentait l'ultime épreuve du pouvoir. Une manière de prouver qu'il se plaçait au-dessus de toute loi, humaine ou divine. C'était, pour lui, une façon extrême d'affirmer sa suprématie. Les récits anciens racontent que, dans ces dernières années, le roi perdit toute mesure. Rongé par la défaite militaire et par l'isolement du pouvoir absolu, il s'enfonça dans une spirale de folie. Tandis que son empire s'affaiblissait à l'extérieur, il édifiait à l'intérieur un royaume de corruption et de silence. Les gouverneurs prirent de l'autonomie, l'armée perdit sa discipline, et la Perse, jadis invincible, chancela. Ce palais, jadis symbole de grandeur, devint le tombeau de sa raison. Des vies entières furent brisées dans un silence que nul n'osait troubler. Les chroniqueurs grecs rapportèrent plus tard des rumeurs sur les excès du roi, recueillis auprès d'espions et de nobles Perses déchus. On murmurait qu'il ne faisait plus de distinction entre les siens et les autres. Son esprit, consumé par l'absolutisme, s'était effondré dans un gouffre moral. En 465 avant notre ère, la patience de la cour perse toucha à sa fin. La mort du roi ne survint pas au combat, mais au cœur même de son palais. Artaban, capitaine de la garde royale et homme de confiance du souverain, conspira avec un aux serviteurs du palais. Une nuit, ils pénétrèrent dans la chambre du roi. La fin fut rapide. L'homme qui s'était cru divin mourut de la main de ses propres gardiens. Le calme imposé du harem s'effondra. Des cris, le fracas du métal, le sang sur les tapis persans. Le chaos envahit le palais. Artaxerxès, le fils de Xerxès, accusa aussitôt son frère aîné Darius du meurtre et le fit exécuter, consolidant ainsi son pouvoir. Mais pour les femmes du harem, rien ne changea. Elles passèrent simplement d'un maître à un autre. Leur liberté ne fut jamais rendue. Xerxès ne laissa pas derrière lui un empire glorieux, mais un royaume humilié, miné par la corruption et les excès du pouvoir. Ses palais de Suse et de Persépolis n'étaient plus que des coquilles vides masquant la décadence intérieure. Son héritage le plus sombre ne fut pas son architecture, mais l'idée même du pouvoir sans limite. Un système bâti sur la peur et le silence finit toujours par s'effondrer sur lui-même. La véritable malédiction du harem était d'avoir transformé des vies humaines en instruments politiques et un seul homme en maître absolu. L'histoire a retenu les noms des conquérants, Xerxès, Artaxerxès, Alexandre le Grand, mais aucune trace des filles du roi n'a survécu. Elles sont devenues des ombres dans les couloirs du temps, témoins muettes du coût réel du pouvoir. Leur voix, étouffée par des siècles de silence, rappelle que les pires tragédies ne se jouent pas toujours sur les champs de bataille, mais souvent derrière des portes closes, protégées par la complicité d'un système entier. L'histoire de Xerxès n'est pas seulement un épisode lointain de la Perse ancienne, c'est une mise en garde éternelle. Les murs de pierre de Persépolis sont tombés, mais d'autres murs invisibles continuent de s'ériger partout où le pouvoir se concentre sans contrôle, là où la transparence disparaît et où la dignité humaine est niée. L'histoire officielle est écrite par les vainqueurs. Les voix des victimes, elles, restent ensevelies. Mais il nous revient, aujourd'hui, de les faire entendre à nouveau. Lorsque les flammes consumèrent Persépolis, bien des années après la mort de Xerxès, le monde y vit la vengeance d'Alexandre. Mais pour ceux qui avaient vécu dans l'ombre des palais, c'était une délivrance silencieuse.
Les pierres sculptées racontaient les triomphes des rois, mais elles cachaient les gémissements de celles qu'on n'avait jamais nommées. Le feu, cette nuit-là, ne détruisit pas seulement une cité, il purifia une mémoire souillée. Dans les décombres, des tablettes d'argile furent retrouvées des siècles plus tard, portant des fragments de noms de femmes, des inventaires, des sceaux administratifs. Rien de poétique, rien d'émouvant, seulement des traces bureaucratiques de vies effacées. Mais à travers ces fragments, l'histoire muette du harem commençait lentement à respirer à nouveau. Certains historiens modernes y ont vu les premiers signes d'un système qui préfigurait les dérives de tous les empires à venir. L'accumulation de pouvoir, l'isolement du dirigeant et la transformation des êtres humains en rouages d'une mécanique sacrée du silence. Car le harem, dans sa perfection glacée, n'était pas une simple aberration de la Perse ancienne. Il annonçait une vérité universelle. Tout pouvoir qui se replie sur lui-même finit par dévorer ceux qu'il prétend protéger. L'ordre absolu engendre la peur appelle le mensonge, et le mensonge devient une muraille qui sépare le souverain de son peuple. Xerxès n'a pas seulement perdu la Grèce, il a perdu le sens de l'humain. Et ce fut là sa véritable défaite. Les siècles ont passé. Les palais se sont effondrés, les empires se sont succédés, romains, arabes, ottomans, européens. Mais partout, sous d'autres noms, d'autres langues, le même cycle a recommencé. Des hommes entourés de murailles, des femmes réduites au silence, des serviteurs contraints à la loyauté absolue. Dans chaque époque, le harem a changé de forme. Parfois, il s'est appelé cour impériale. Parfois, comité politique ou encore conseil d'administration. Mais toujours, il a conservé la même essence. Un espace clos où le pouvoir circule sans regard extérieur, où la vérité devient dangereuse et où le silence protège les fautes des puissants. Et pourtant, malgré tout, certaines voix survivent. Des poétesses persanes ont osé écrire, des scribes ont laissé des symboles cachés entre les lignes, des femmes anonymes ont transmis leur mémoire sous forme de contes ou de chants. Leurs mots sont rares, mais ils existent discrets, tenaces, indestructibles. Ils disent la même chose que les ruines de Persépolis. Que la grandeur ne vaut rien sans justice. Que le pouvoir sans limite finit toujours par trahir ceux qui l'exercent. Et que même les voix étouffées finissent par traverser les siècles. Aujourd'hui encore, lorsque l'on contemple les colonnes dressées dans le désert iranien, on croit entendre le murmure du vent. Mais peut-être n'est-ce pas le vent. Peut-être sont-ce les échos de ces femmes sans nom qui rappellent au monde que toute civilisation bâtie sur le silence finit, tôt ou tard, par s'effondrer sous le poids de sa propre ombre. Des millénaires plus tard, le désert de Marvdasht respire encore sous le soleil implacable. Les montagnes arides gardent le secret de Persépolis comme un tombeau sacré. Et au milieu des ruines, une femme s'agenouille, tenant dans ses mains un fragment d'argile brisée. Son nom est Dr Leila Ardashir, archéologue irano-française. Depuis 3 ans, elle fouille le sol du palais d'Apadana, là où l'on croit que Xerxès recevait ses ambassadeurs. Mais Leila ne cherche pas les symboles du pouvoir. Elle cherche autre chose, les traces de celles que l'histoire a effacées. Ce matin-là, son pinceau dévoile une tablette minuscule, couverte d'inscriptions élamites presque effacées. À première vue, rien d'extraordinaire, un registre administratif comme tant d'autres. Mais en la nettoyant, elle distingue un mot, Duki, fille du roi. Plus bas, un autre terme, Upartum, confiné. Leila s'arrête. Son souffle se suspend. Ce fragment, minuscule, contient la preuve que les princesses perses, filles du souverain, étaient bel et bien retenues au sein du harem, non par choix, mais par décret. Une découverte qui, si elle était confirmée, réécrirait une partie de l'histoire impériale. Le soir, seule dans sa tente, elle observe la tablette sous la lumière d'une lampe halogène. Le sable autour du camp semble chuchoter. Dans le silence, elle imagine les voix qu'on a voulu taire. Celles des jeunes filles promises à l'obéissance, des mères réduites à la peur, des servantes qui savaient et se taisaient pour survivre. Elle ferme les yeux et murmure. « Vous n'êtes pas perdus. Je vous entends. » Ces mots ne s'adressent pas seulement au passé. Ils résonnent dans le présent, dans un monde où d'autres formes d'enfermement subsistent, politiques, économiques, sociaux. Les murs ne sont plus en pierre, mais en système. Les harems modernes se cachent dans les tours de verre, dans les secrets d'État, dans les cercles du pouvoir où la transparence dérange. Leila comprend alors que l'histoire de Xerxès n'est pas une légende figée dans le temps. C'est un miroir. Chaque génération, d'une manière ou d'une autre, doit y plonger son regard pour se demander « Jusqu'où va notre silence ? Que acceptons-nous de ne pas voir
Pour préserver l'ordre établi, au lever du jour, elle emballe la tablette avec soin. Le vent chaud soulève la poussière et fait danser les ombres sur les colonnes brisées. Persépolis, malgré sa ruine, semble encore vivante, témoin d'un passé qui refuse d'être oublié. Avant de quitter le site, Léla dépose une rose séchée sur la pierre. Un geste simple, presque invisible, mais chargé de sens. Un hommage aux voix ensevelies, un serment à celles qui n'ont jamais eu le droit de parler. Car tant que quelqu'un se souviendra, tant que l'on creusera la terre pour y retrouver les traces du silence, les murs du harem, même invisibles, continueront de se fissurer. Alors, selon vous, quelle vérité cachée des anciennes dynasties l'histoire a-t-elle tenté d'effacer? Quels secrets dorment encore sous la poussière des palais? Partagez vos réflexions dans les commentaires et aidez-nous à redonner une voix à ceux que le pouvoir a voulu réduire au silence. Calma. Eu não peguei nada, peraí. Ai. É que você pegou achievement, eu acho que vai bugar. Calma, fica aqui. Pera. Ah, calma, o vinho do pastel é aquele que te deixa drogadaça e você tem uma brisa muito louca? Você pegou aí? Não, não peguei, mas é porque eu ganhei o achievement do... É que você falou vinho. É, cuidado pra não bugar. Por isso que eu te tirei de perto. Ah, já tá tudo bugado mesmo. Não consigo mais fazer coisa nenhuma no pastel de tão bugado que tá. Ah, então tá bom. Depois a Amora reseta, talvez. Aí desbuga. Ué, não tá vindo vinho nenhum. Amora. Tapping requer gas bottle. Ah, precisa de gas bottle. Peraí. Colapso informacional, típico do elemento. O que resulta em um estado paradoxal. Foi? Não ganhamos nada? Ganhei, ó. Ganhei uma cerveja. Eu ganhei 2 cervejas. Estado não consciente. Corrosivamente ok, não instável. watch. Esse a gente já tinha, filha? Calma, eu vou olhar aqui o nosso advancement. Peraí.